Donc je vais laisser la parole à Catherine Weber qui va présenter un petit peu le lieu et le projet de ce lieu pour celles et ceux qui ne le connaissent pas. Donc on a décidé de faire ensemble comme ça, régulièrement, de temps en temps, des auditions publiques, c'est-à-dire des moments où on peut échanger sur un sujet, donner nos analyses, nos réflexions. Vous savez, dans la vie parlementaire, les auditions, ça a un rôle assez particulier. Donc je reviendrai après sur tout ça, mais d'abord la parole à Catherine Weber pour présenter le lieu et l'essentiel. Oui, comme ça, c'est bien. Comme ça, ouais, c'est bien comme ça. D'abord, bienvenue à tous et toutes. Donc nous sommes au café Le Pot Commun, qui est la même entreprise que la librairie Point Commun à côté. La librairie, elle a été reprise il y a plus de 5 ans en coopérative. Donc au départ, il y avait 30 personnes qui ont investi de l'argent et pour certains du temps dans ce lieu. Parce que l'ancienne libraire partait à la retraite et que c'était le seul moyen de garder une librairie à Béziers. Et puis ça faisait longtemps qu'on souhaitait développer l'ADN de la librairie comme d'une association qui est à côté de la librairie, qui s'appelle l'association des amis de la librairie Point Commun. L'ADN de ces deux structures, c'est de développer l'accès à la lecture pour tous. Donc, par exemple, l'association des amis de la librairie Point Commun organise un prix dans les écoles chaque année, ou dans les écoles de ville juive, où chaque année, il y a à peu près 1000 enfants qui lisent des livres, qui votent pour les livres qu'ils ont préférés, qui rencontrent des auteurs et des illustrateurs et qui remettent des prix dans la grande salle du théâtre, le Romain Roland, aux auteurs primés. Donc ça, c'est un peu notre ADN. C'est un prix qui existe depuis 8 ans maintenant, qui marche très bien. Et donc, on avait envie de développer cette initiative pour toujours élargir l'accès à la lecture et à la culture, en créant ce lieu, le Pot Commun. Notre ambition, je ne sais pas si on y arrivera, mais c'est que ça soit d'abord un lieu agréable, convivial, ça je crois qu'on a déjà réussi à le faire, où on puisse manger un morceau, boire aussi un verre, tout en ayant toute une série d'animations. Alors on organise des expositions, des débats, il y a des ateliers pour les enfants, des concerts, des petits concerts, des fresques du climat, enfin, voilà, toute initiative, soit que nous mettons en place, soit qui nous sont proposées par des associations ou par des personnes extérieures, avec l'objectif d'élargir l'accès à la culture. Et donc on a en particulier, par exemple, un projet qu'on monte, c'est un partenariat avec les associations solidaires de la ville, avec l'épicerie solidaire, le GAS, les réfugiés, pour que des enfants qui n'ont pas forcément accès à ces rencontres avec des auteurs et des concerts puissent venir en profiter. Donc c'est des rencontres, des ateliers qui sont mixtes à la fois des enfants des associations solidaires nous envoient, mais aussi des enfants qui sont recrutés par leur propre réseau d'information. Donc on essaye de faire en sorte que ce lieu soit vraiment le plus accessible à tous. On a aussi en termes de restauration une politique tarifaire avec des suspendus, des repas suspendus. Voilà. Donc c'est un peu notre ambition, et cette ambition est portée par maintenant un collectif de 88 coopérateurs et coopératrices qui ont investi. Donc on a, depuis peu on se met des petites étiquettes. Il y a une équipe salariée, bien sûr, qui gère les lieux, mais qui est aidée par une équipe de bénévoles. Voilà. Donc, si vous voulez, alors on a et si vous voulez vous inscrire à notre infolettre, vous aurez tout le programme de l'animation. Pas de problème. C'est parti. C'est juste pour dire que tu parles bien dans le micro. Donc merci Catherine et toute l'équipe des personnes qui se relaient ici, et ça crée un lieu de vie de plus dans notre ville de Villejuif, donc c'est tout à fait remarquable. Et c'est aussi pour participer à la vie de ce lieu que moi j'ai trouvé que c'était une bonne idée d'organiser comme ça des petits temps d'échange. Donc je disais tout à l'heure, l'audition c'est au cœur en fait du travail parlementaire. Donc c'est d'ouvrir un peu ce mode de travail, c'est-à-dire d'ouvrir la porte d'abord à une parole d'experts et
pour réfléchir sur un sujet donné sans idées préconçues. Alors, les idées préconçues, on en a dans le sens où on a été élus, et Raquel et moi, sur le programme de la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Donc évidemment, on a une vision du monde, on a des principes qui nous guident, mais on n'arrive pas élu à l'Assemblée nationale en pensant savoir tout sur tout. Donc bien entendu, on conduit des auditions, on invite à l'Assemblée nationale ou ailleurs des experts pour nous éclairer et nous faire réfléchir et nous faire avancer, soit sur des sujets qui nous semblent importants, soit sur des projets de loi qui nous arrivent, qui sont posés sur le bureau de l'Assemblée nationale par le gouvernement. Donc ces auditions, c'est vraiment au cœur du travail parlementaire. Souvent, on en a plusieurs qui s'enchaînent dans la journée sur des sujets qui peuvent parfois être différents, et on apprend, ça fait partie des choses assez extraordinaires du travail de député, parce que finalement, on demande à quelqu'un, viens quoi. Voilà, il y a toujours des réponses positives. C'est normal, c'est le mandat qu'on détient de vous qui donne envie aussi aux experts de toutes sortes, que ce soit des experts du quotidien, de leur vécu, ou des experts, des scientifiques, des professionnels, des syndicalistes, des militants, qui viennent nous parler de leur sujet. C'est au cœur vraiment de l'activité parlementaire. Et donc on s'est dit, on ferait bien des petites auditions publiques, comme ça, sur des sujets qui nous semblent soit d'actualité, soit qui sont des sujets au long cours. Et la question des institutions dans notre République, c'est évidemment énormément d'actualité, puisque nous aurons j'ai arrêté de les compter, mais merci Raquel, le 18e 49.3 qui a été déposé dans la semaine, donc la 18e motion de censure qui sera examinée puis votée dimanche soir à 19h, parce que on est convoqué, voilà, toujours, quelle heure quasiment. Donc on est évidemment dans un moment où on le voit, nos institutions, elles sont poussées à leurs extrémités. Le gouvernement utilise tout ce qui est à sa disposition pour faire passer ses projets et faire, entre guillemets, avec ou contre le Parlement qui a été élu il y a peu de temps, une année. Donc évidemment c'est un sujet d'actualité, mais c'est un sujet aussi au long cours, parce que on se souvient extrêmement bien du moment des Gilets jaunes, où bien évidemment la revendication du référendum d'initiative citoyenne était parmi les premières de ce mouvement social si atypique qui était celui des Gilets jaunes. Et on voit bien aussi encore plus au long cours que la baisse extrêmement importante de la participation aux élections pose évidemment le problème des institutions sur la table. Et on s'est habitué finalement à ce problème à l'abstention. Finalement pour nous ça fait partie du quotidien démocratique dans notre pays depuis quand même pas mal de temps. Mais c'est un fait récent au regard de l'histoire de notre pays et de la République. Finalement, on était quand même, et je sais que vous conseillez l'ouvrage de Thomas Piketty et Julia Cagé, puisqu'on est dans une librairie et que l'idée c'est aussi de vendre des livres et de les faire lire, qui analyse et qui remet un peu les idées en place par rapport à ça, c'est-à-dire que de 1875 à 1980, on avait des taux de participation très élevés et un peu sur tous les territoires. C'était une constante, c'était quelque chose de normal. Et puis, depuis les années 90, avec une accélération, on a une chute, un effondrement de la participation qui continue à s'accentuer et qui, évidemment, pose question de manière évidemment extrêmement puissante, de dire, avec 50% des personnes qui votent, est-ce que les mandats valent encore autant que quand il y en avait 80%? Bien sûr, non. Mais en même temps, on a les mêmes responsabilités. Et ça pose quand même la question, est-ce que nos institutions sont encore attractives? Est-ce que les gens pensent que quand ils vont voter, ça a un intérêt, ça a des conséquences, ça a un effet? Donc, bien sûr, il y a la question de l'offre politique, qui se présente aux élections, sur quel programme, ça compte énormément. Ce soir, c'est pas le sujet, mais on va en faire d'autres sur ce sujet. Mais il y a la question aussi de, quand on vote
quel type d'institution, avec quel type de pouvoir, et donc forcément ça pose la question des institutions. Donc ce que je vous propose, c'est que dans un premier temps, je vais passer la parole à Raquel Garrido, qui va un petit peu nous dresser le diagnostic posé par le groupe de travail NUPES qu'elle organise à l'Assemblée nationale, et où chaque groupe de la NUPES est représenté pour ce travail en commun de réflexion, tu pourras nous en parler, et un peu les premières auditions et le diagnostic que vous avez commencé à ébaucher les uns et les autres ensemble. Et puis après, je passerai la parole à Laurélie Fontaine sur son point de vue, elle, d'experte, de professeur de droit constitutionnel, sur qu'est-ce qui cloche aujourd'hui dans notre République, dans nos institutions. Après, on fera un échange avec vous, et puis on passera à une deuxième phase un peu plus propositionnelle. Donc voilà, le livre, évidemment. Et je vous remercie d'ailleurs, j'en profite, l'une et l'autre, d'être avec nous ce soir, Raquel, députée de la Seine-Saint-Denis de la France Insoumise, et donc pilote du groupe de travail sur les institutions de la NUPES au Parlement, à l'Assemblée nationale. Je vous passe le micro. Merci beaucoup, Sophie Taillé-Polian. Je vais me lever, ça j'aurai une vue sur tout le monde. Merci encore une fois, Catherine Weber, merci au pot commun, ce café culturel et coopératif, d'accueillir cette soirée, qui est une soirée qui, vous l'avez compris par le propos liminaire de Sophie Taillé-Polian, est conçue comme un moment quasi délibératif, c'est-à-dire l'idée, c'est de transcrire sur le terrain une volonté de faire construire par la société elle-même les nouvelles institutions qui nous ressemblent et qui nous rassemblent. Alors, Sophie et moi, comme elle le disait, avons été élus sur un programme et sur une stratégie de rassemblement. Ces deux choses portent un nom, ça s'appelle la NUPES. Le programme de la NUPES et la stratégie de rassemblement de la NUPES. Et le premier chapitre du programme de la NUPES, qui ressemble beaucoup au programme Avenir en commun, qui était le programme de la France Insoumise, qui a d'ailleurs un premier chapitre analogue, éponyme, c'est le chapitre pour la 6e République. Nous avons été élus en tant que députés de la 5e République pour porter un programme de transformation de la 5e République en 6e République. Vaste défi. Contrainte même, en réalité, peut-être même contradiction dans les termes. Et le fait que nous ayons été élus, un groupe de 150 députés en juin 2022, s'est accompagné d'un événement politique très déterminant dans le cadre, dans le contexte politique actuel, c'est que en juin 2022, vous, les électrices et les électeurs, vous avez mis minoritaire à l'Assemblée nationale les amis du président. Alors, je ne dis pas son nom, je ne dis pas président Macron à ce stade, parce que à ce stade, ce que je voudrais souligner, c'est que son prénom, son nom et même son parti est indifférent à l'analyse des équilibres institutionnels qui surgissent du fait que les amis du président sont minoritaires à l'Assemblée nationale. Et cet événement-là est venu déséquilibrer une logique institutionnelle qui est celle de la création même de la 5e République. La création même de la 5e République en 1958, dans un contexte que vous connaissez, qui est celui de la guerre en Algérie, avec sous l'effet même et la menace de parachutistes qui prennent la Corse et qui font que le général de Gaulle peut se prévaloir d'une menace de coup d'État pour négocier et obtenir et imposer son retour dans la politique française, a abouti à l'imagination du texte suprême qui est celui qui nous gouverne actuellement et qui est très singulier dans notre histoire républicaine. Très singulier, très différent des autres, à la fois par les modalités de son élaboration, de son, voilà, historiquement, nous les Français, on a créé des modalités
d'écriture de constitution qui relèvent de l'Assemblée constituante, de l'Assemblée nationale constituante. C'est des cadres collectifs, collégiaux, délibératifs, pour se doter de normes fondamentales, pour dire ce que nous voulions comme grande liberté, comme grand droit. À l'inverse, en 1958, c'est vraiment une toute petite poignée d'hommes qui, sous la dictée du général de Gaulle, écrivent cette constitution, qui certes est approuvée par référendum, mais c'est un référendum qui clairement exprime la volonté de la société française de mettre fin au chaos qui est celui de la guerre civile en Algérie, qui est celui de la guerre d'Algérie. Et donc, il y a cette aspiration à la paix, à l'ordre, au contrôle qui s'exprime à travers le référendum de 1958. Et en 1958, le général de Gaulle, utilisant pleinement son aura historique, ne va pas jusqu'à exprimer à ce moment-là l'idée qu'il se dessine une constitution où c'est lui qui va concentrer l'essentiel des pouvoirs gouvernants. Parce qu'en 1958, dans la version de la Constitution de 1958, le président n'est pas élu au suffrage universel. Alors ça peut sembler aujourd'hui, maintenant qu'on est à 65 ans de recul, quelque chose qui peut-être est surprenant, mais au départ, le président ne devait pas être élu au suffrage universel. Ça n'est qu'en 1962, 4 ans plus tard, qu'un nouveau référendum est provoqué par le général de Gaulle et qui, lui, dans une participation bien moindre, vraiment bien moindre, effectivement, va donner ce pouvoir au président d'être directement issu du suffrage universel, ce qui va créer, à partir de là, une concentration du pouvoir et une légitimité qui est contraire, fondamentalement, à nos principes démocratiques. Et à cette époque-là, en 1962, les opposants à l'élection du président par suffrage universel sont nombreux à gauche, notamment le Parti communiste est très engagé dans le combat en 1962, mais pas seulement. Vous avez la droite, le centre. Il y a un grand discours d'un sénateur, président du Sénat à l'époque, Gaston Monnerville, qui dira que c'est une forfaiture de donner ce pouvoir-là à cette fonction-là, parce qu'effectivement, la logique, ou en tout cas les exemples internationaux que nous avons de références démocratiques, imposeraient, ou à l'époque aurait dû imposer cette idée que les personnes ou la personne qui dispose du pouvoir gouvernant, c'est-à-dire ce pouvoir de prendre des décisions tous les jours, soit responsable au sens constitutionnel du terme, ce qui veut dire rendre des comptes à une autre autorité qui peut nous dissoudre. Aujourd'hui, la première ministre est responsable devant l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale peut, par une motion de censure, décider de changer la première ministre. Mais l'Assemblée nationale ne peut pas faire de motion de censure contre le président de la République. Or, c'est le président de la République qui concentre l'essentiel des pouvoirs, et c'est le président de la République, pour prendre l'exemple qu'a cité Sophie Taïeb-Bodian, qui, par exemple, prend la décision de déclencher le 49.3. C'est pas Madame Borne qui décide tout seul dans son coin, tiens, la loi sur les retraites à 64 ans, on va la faire par 49.3, par 47.1, parce que vous vous souvenez que cette loi-là a été présentée comme si elle était un projet de loi rectificatif du financement de la sécurité sociale, alors que ça ne l'était pas en réalité. Toutes ces astuces-là, c'est le président qui en a le pouvoir et c'est pas le Premier ministre qui aujourd'hui a la possibilité de dire non, parce que de toute façon, le Premier ministre il est nommé par le président de la République et si le Premier ministre n'est pas content, il dégage. Alors, on se retrouve dans une situation où un homme, un seul, concentre énormément de pouvoir. Et on pourrait se dire, son rôle, c'est d'être une sorte d'arbitre, un peu au-dessus de tout, qui est censé incarner une sorte de centre de gravité de la société, quelque chose d'une forme de stabilité dans le temps long. Mais qu'est-ce qu'on a vu au moment du mouvement des retraites? C'est qu'il y avait en France un grand consensus contre la retraite à 64 ans. Les retraites, c'est un sujet qui est un sujet assez consensuel en réalité. Assez consensuel. Si on regarde des études, on en voyait
que 93% des actifs, 93% des actifs s'opposaient à ce moment-là à la loi qui prolongeait l'âge légal de la retraite à 64 ans. C'est énorme, 93% de communion sur une idée. C'est rare. Autant de consensus. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous vous baladez dans la rue, littéralement, il faut que vous marchiez longtemps avant de trouver une personne qui soit d'accord avec le président Macron. Vous pouvez marcher 1 heure et puis toutes les personnes, surtout toutes les personnes que vous croisez, sont d'accord. Et donc, quel est ce système politique qui permet qu'un homme seul, confronté à un peuple tout entier, malgré tout, arrive à imposer sa volonté à ce peuple tout entier? Et on est actuellement dans un moment de tension extrême, parce que quand on se regarde dans la glace démocratique, dans la glace institutionnelle, on ne voit pas le reflet d'une société démocratique telle que nous pensons l'être. Nous, les Français, par notre histoire de la Révolution française, par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, par la construction au fil des 230 dernières années de faits républicains, nous pensons être une société démocratique. Et pourtant, quand on nous tend un miroir avec la façon dont s'est passé le mouvement des retraites et cette loi qui a été prise donc, suite au 49.3 le 16 mars, je pense que le 16 mars, vous étiez tous devant votre poste lorsque nous étions les 577 dans l'hémicycle, prêts à voter. Tous, nous étions là. Voilà, alors nous, la NUPES, il n'y avait pas de mystère, tout le monde savait ce qu'on allait voter, mais il y avait du suspense à droite. Parce qu'il reste dans l'Assemblée nationale quelques circonscriptions à droite qui sont en réalité les circonscriptions qui ne sont pas passées à l'extrême droite ou chez Macron. Donc ce sont des circonscriptions LR assez populaires, où l'effet de la lutte, l'effet de ces 14 grandes journées de mobilisation, l'effet des grèves a eu de l'effet sur ces députés-là, qui se sont dit peut-être que être député ou représenter, c'est présenter à nouveau. Donc il y a une fonction démocratique dans le fait même d'être à l'Assemblée nationale, et ils se sont dit peut-être, ces hommes et ces femmes-là, que quand bien même ils avaient défendu avec leur candidate Pécresse l'année d'avant la retraite à 65 ans, bah peut-être que rendu en mars 2023, il ne fallait pas adopter la loi Macron, parce qu'entre-temps, il y avait eu la guerre en Ukraine, l'inflation, et puis tout simplement la manifestation d'une opposition populaire qui était massive. Et résultat, comme après les petits calculs et la comptabilisation, il s'est avéré que Emmanuel Macron n'avait pas la garantie d'être majoritaire dans la salle, et bien 10 minutes avant le vote, ils ont convoqué un conseil des ministres pour décider qu'il passerait par 43. Et je vous assure que le choc que vous avez sans doute vécu, vous, devant vos télés, les députés l'ont vécu de la même manière. Et notamment les députés macronistes, qui, je vous le rappelle, nous disaient depuis 1 mois que si on ne pouvait pas voter, c'était à cause de l'obstruction, notamment des insoumis. Ce n'était pas tout à fait faux, mais en même temps fondamentalement faux. Pourquoi? Parce que c'est la règle du 47.1 et la limitation des débats dans le temps qui faisait qu'on n'avait pas le temps de voter avant le mois de février, et en bout de course, c'était la possibilité de passer en 49.3, parce qu'ils avaient décidé que c'était un PLFSSR, qui faisait qu'on n'allait pas débattre. Donc, nous en sommes là, aujourd'hui, et les 49.3 se succèdent sur la question budgétaire, et nous avons 2 façons de réagir face à un 49.3. Soit le cadre tel qu'il est exposé par la Ve République, c'est-à-dire faire une motion de censure, parce que c'est le seul droit qu'on dispose pour réagir à un 49.3, soit on se dit, bon maintenant ça suffit, il faut passer à la 6e République. En fait, il faut supprimer le 49.3. La question n'est pas simplement de faire des motions de censure en espérant qu'on va changer Madame Borne. Vous avez tous compris que le problème, c'est pas Madame Borne. Même si, évidemment, si on la fait chuter, on prend. Mais fondamentalement, le problème ne réside pas ici. Le problème réside que notre système institutionnel ne permet pas qu'émane la volonté générale de la société elle-même. Or, c'est ça qui est à la base de notre idéal républicain. Est-ce que nous avons encore envie,
ensemble de faire République? Est-ce que nous avons encore envie d'être le souverain? Et je rappelle souvent que la souveraineté est la caractéristique de celui qui n'a pas de maître. Donc si en matière politique vous regardez au-dessus de votre tête et qu'il n'y a personne, vous êtes le souverain. Est-ce que nous avons envie d'être le souverain ensemble? C'est ça la question qui est posée. Alors nous, on a un groupe de travail à l'Assemblée nationale qui procède à des auditions, et notamment nous avons auditionné Laureline Fontaine, à qui je vais passer la parole maintenant. Mais le plus important, c'est ce qu'on fait ce soir. C'est ces auditions populaires. Parce qu'il n'y a aucun exemple historique, ancien ou moderne, de changement constitutionnel qui ne vienne pas du désir populaire lui-même. Ça ne se fera pas par le haut. Ça ne se fera pas par notre décision à la NUPES. Ça se fera seulement si vous décidez que dans vos luttes, dans vos mobilisations, vous mettez en avant les revendications sociales qui sont bien entendu légitimes, les revendications environnementales qui sont d'évidence très urgentes, mais aussi la revendication de 6e République et la revendication démocratique. Parce que sinon, ce préalable-là viendra bloquer même le plus puissant des mouvements en matière sociale, comme on l'a vu sur la question des retraites. Et donc je vous remercie d'avoir organisé cette soirée, et puis je passe maintenant la parole à Laureline Fontaine. Merci Raquel. Donc Laureline, debout ou assise, comme tu préfères, pour nous faire un état des lieux de ce qui dysfonctionne. Alors Raquel a pointé beaucoup évidemment le pouvoir extrêmement important du président de la République. Est-ce que selon toi c'est le problème ou est-ce qu'il y en a d'autres? Je te laisse un petit peu nous donner ton point de vue global sur les institutions que nous avons aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup. Merci pour cette invitation et pour l'organisation de ce type d'événement dans lequel aussi je crois beaucoup. Je vais en reparler. Alors, si ça vous va? Ça vous va aussi? Pas bien. Alors, je vais essayer de repartir du début. À partir de la question qui a été posée, nos institutions s'appuient sur un texte constitutionnel. Le simple fait de dire ça, déjà, normalement, n'est pas quelque chose d'anodin. D'ailleurs, aujourd'hui, certains discutent le fait qu'une constitution, qu'un texte constitutionnel puisse, en quelque sorte, par avance, brider la volonté populaire. Parce que le texte constitutionnel fixe des règles. Donc, il empêche, en principe, certaines choses. Et donc, je sais qu'il y a des personnes aujourd'hui qui discutent le simple fait que nos institutions reposent sur un texte constitutionnel et certains, par exemple, d'invoquer la démocratie grecque, athénienne, qui ne reposait sur aucun texte constitutionnel et qui, au dire de certains analystes, en tout cas, pouvait parfaitement bien fonctionner. Mais prenons acte du fait que ça repose sur un texte constitutionnel et essayons de partir de l'idée qu'il y a quelque chose de positif à tirer de cette idée-là. Les textes constitutionnels sont quelque chose de récent dans l'histoire. On écrit des textes pour organiser le pouvoir seulement depuis les 17e et 18e siècles. Avant, on ne faisait pas ça. Pourquoi est-ce qu'on a commencé à faire ça? Pourquoi est-ce qu'on a commencé à écrire des constitutions? Eh bien, pour une chose très simple, c'est pour fixer des limites à l'exercice du pouvoir. Pour lui dire, voilà, à la fois par ce texte, nous, alors le nous pour l'instant reste indéfini, je vais en parler après, mais nous t'instituons comme pouvoir, tu es le pouvoir grâce à nous, et à partir de là, tu dois exercer le pouvoir d'une certaine manière. Il y a donc des règles, et tu dois rester dans le jeu qui a été fixé par ces règles-là. Ça, c'est la conséquence de beaucoup de choses à l'époque. Un des premiers textes peut-être constitutionnels, à caractère constitutionnel, est un texte qui date de la fin du XVIIe siècle, adopté par les habitants nouveaux du Connecticut pour s'émanciper déjà de la tutelle anglaise et pour organiser, s'auto-organiser comme pouvoir et fixer un cadre dans l'idée que précisément il n'y aura pas de prise de pouvoir indue.
du arbitraire. C'est la conséquence de ce type d'histoire, c'est la conséquence de penser arrêter le pouvoir pour que celui-ci ne soit pas un pouvoir ni arbitraire, ni tyrannique, donc un pouvoir en quelque sorte modéré, libéral. Pour l'instant, il n'est pas question de démocratie, mais il est question de respect d'un certain nombre de libertés. Donc le pouvoir qui arrête le pouvoir, ça veut dire que les pouvoirs sont les uns à l'égard des autres, les uns vis-à-vis des autres, des contre-pouvoirs. Donc l'écriture des constitutions prend acte de ça. Lorsqu'on s'intéresse à ce que fait le texte constitutionnel de 1958, mais le texte de 1958, notamment résultant des différentes modifications qui se sont produites depuis. Parce que Raquel a signalé l'élection du président de la République au suffrage universel, en effet introduite en 1962, mais il y a eu encore d'autres choses qui ont modifié le pouvoir. Et si on s'intéresse notamment à la question du rôle du président, il est évident que le passage du septennat au quinquennat et l'alignement des mandats parlementaires, des mandats du député et du président, 5 ans, sur la même période, avec en plus un calendrier qui lui aussi a été agencé finalement sur cette idée que c'était le président qui avait l'ascendant, puisque, je le rappelle, on vote d'abord pour le président, et ensuite on vote pour les députés, et le président donc demande aux électeurs, qui vont se rendre aux urnes pour élire leurs députés, de lui donner une majorité. Donc ces changements successifs, il y en a eu d'autres, mais ces changements successifs, l'élection du président, puis l'alignement des mandats et le décalage du calendrier, eh bien, on produit quelque chose de tout à fait particulier lorsqu'on regarde ensuite les différents moyens qui sont donnés aux uns et aux autres, a fait que, eh bien, entre guillemets, le gagnant, enfin, en tout cas, la Constitution aujourd'hui institue un gagnant, voilà. Et ce gagnant, c'est le président, mais je ne dirais pas que. Pour moi, le gagnant, il a un chef, en effet, mais c'est un groupe. Parce que moi, je crois fondamentalement que les députés de la majorité présidentielle, qu'elle soit très majoritaire ou pas très majoritaire, ont un rôle essentiel dans ce qui se passe. Essentiel. Je ne crois pas que ce soit le président tout seul. Si tout le monde le lâche, il ne peut plus faire grand-chose. Il se trouve qu'il a une majorité qui a acté volontairement de son statut de leader qui peut tout décider. Alors qu'il existe, de mon point de vue, un certain nombre de moyens. En tout cas, si les parlementaires de la majorité avaient acté de ce qu'ils représentent un pouvoir distinct du pouvoir présidentiel, eh bien les choses ne se passeraient pas de la même façon. Autrement dit, s'ils avaient acté qu'ils représentent un pouvoir qui devrait être, à l'égard d'un autre pouvoir, notamment du pouvoir exécutif, un contre-pouvoir. Et ça n'est pas comme ça que ça se passe. Donc cette Constitution, aujourd'hui, institue un gagnant, et ça a une conséquence très particulière. C'est que ça délégitime le discours critique sur les institutions. Je m'entends. La première constitution écrite en France en 1791 confiait la garde de la Constitution à la vigilance des citoyens, selon le principe que, ça y est, le pouvoir est visible, il est là, il est écrit dans la Constitution, donc tout le monde peut savoir, presque, tout le monde peut savoir si le pouvoir s'exerce correctement. Parce que les règles du jeu, elles sont là, elles sont à disposition de tous. Sauf qu'aujourd'hui, lorsque on dit « Ah non, excusez-moi, le pouvoir ne s'exerce pas correctement », regardez, c'est marqué dans la Constitution, eh bien, cela est assimilé à l'argument du perdant.
C'est-à-dire que la critique de l'exercice du pouvoir aujourd'hui, c'est l'argument du perdant. Elle n'a pas en soi de légitimité. Et pourquoi elle n'a pas en soi de légitimité? C'est que, de mon point de vue, il n'existe pas d'espace pour l'exercice de la fonction, ce que j'appelle l'exercice de la fonction critique de la Constitution. À force de participer à ce genre de réunion, j'ai fini par me poser une question, toute simple en réalité. Je me suis dit, voilà, la Constitution, pour beaucoup dans notre imaginaire, ça représente quelque chose d'important. Souvent, on associe la Constitution à un pacte social fondateur. Donc c'est très important. Et pourtant, eh bien, presque personne ne connaît la Constitution. Et pourtant, et c'est là où je me suis rendu compte de ça, et pourtant, toutes les personnes qui aujourd'hui candidatent pour un mandat électif national en vertu de la Constitution, eh bien, en général, ne connaissent pas non plus la Constitution. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Parce que finalement, si on y réfléchit, ça n'est pas normal. Ça n'est pas normal qu'on dise, tiens, je veux un mandat national en vertu de la Constitution, mais je ne sais pas ce qu'il y a dedans véritablement. On a réservé la Constitution aux experts. La Constitution, c'est un truc d'experts. Et d'ailleurs, chaque fois qu'il s'agit qu'il y a une nouvelle question constitutionnelle, hop, ça y est, je reçois plein de coups de fil des journalistes, parfois des députés, pour dire comment comprendre ça, comment... Alors, très bien, mais il y a un moment donné où c'est un petit peu trop. C'est un petit peu trop. Il me semble. Mais c'est normal. L'épisode des retraites a été très intéressant de ce point de vue-là. À aucun moment, dans un journal, écrit, papier, dans une radio, dans une télévision, je n'ai pu avoir le temps d'expliquer en quoi il me semblait que l'usage de l'article 47.1 de la Constitution pour réformer l'âge légal de départ à la retraite n'était pas conforme à la Constitution. À aucun moment, je n'ai trouvé cet espace pour le faire. Je me suis un peu renseignée. Cet espace n'existe pas. Je n'ai pas trouvé d'intervention publique d'un expert en bonne et due forme, c'est-à-dire pas qui aille au-delà de non, l'article 47.1, c'est pas conforme à la Constitution pour réformer. Ok, on peut le dire. Il faut expliquer pourquoi. Il faut expliquer pourquoi pour qu'on puisse se saisir de ça et ne pas réduire ça à un argument du perdant. Il y a un mois, j'ai pris 45 minutes pour expliquer aux étudiants qui me le demandaient ce qui s'était passé effectivement pendant ce moment de l'adoption de la réforme des retraites. Mais finalement, que s'est-il passé constitutionnellement? Est-ce que vous pouvez nous expliquer de 47.1 en passant à 49.3 en passant par 44.3 Je leur ai expliqué pendant 45 minutes et je vous assure que leur visage s'est éclairé. C'est-à-dire qu'à la fin, il m'a fallu 45 minutes pour qu'ils puissent se dire ah oui, en effet, ça n'était pas conforme à la Constitution et c'est très clair pour nous maintenant. Et ça, je n'ai jamais pu le faire. Donc, nous vivons, et je vais terminer, un moment où il me semble que l'un des principaux problèmes de nos institutions, c'est l'évitement absolu de la délibération et de la discussion. Il n'y a pas d'espace pour la délibération, pour la discussion. On fait de la procédure accélérée une norme pour voter les lois, alors que ça n'est pas la norme, ça devrait être une exception. Et alors, c'est un mouvement plus général, hein, il n'existe pas que dans nos institutions. On voit bien que, c'est pour ça que je voulais vous donner cet exemple, moi comme expert, dans les médias, je n'ai pas la place pour jouer mon rôle d'expert. On ne veut pas. La dernière fois, c'était au mois de juin, vraiment à la suite, dans ce moment-là des retraites, c'était
presque c'était terminé. Mais je vais sur Public Sénat, je me pose des questions, je reviens sur 47.1, on me dit non, mais on ne va pas revenir sur 47.1. Alors que précisément, on dit que c'est qu'une question de procédure. Alors il a fallu que j'insiste un peu, je dis non, mais c'est pas tant une question de procédure que ça, et j'ai pu un peu m'expliquer, mais rien, presque rien. Et la réalité, c'est que personne n'avait jamais eu le temps d'expliquer ça avant. Donc il y a un vide, on va dire une lacune délibérative, de toute évidence, qui est facilitée par cette institution du gagnant qui réduit on va dire le contrôle, la surveillance de l'exercice du pouvoir à un simple argument d'opposition et non pas à on va dire le rôle légitime de l'ensemble des membres du corps politique et social. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut réfléchir et c'est une question. Réintroduire le débat à la délibération, ça prend du temps. C'est vrai que ça, on a le sentiment que c'est vraiment quelque chose qui part dans nos modalités de travail aujourd'hui. Ça c'est assez clair, avec des campagnes claires, où on peut faire aussi possible. Enfin, il y a tout le système aussi électoral qui est dans ce temps-là. Ce que je vous propose, comme je l'avais indiqué, c'est que s'il y a des interventions, des questions, des remarques, elles puissent s'exprimer ici sur cette partie d'analyse. On n'est pas en 10 minutes de refaire un cours de droit constitutionnel pour dire il y a tel point, tel article, etc. Mais si vous avez des choses qui vous semblent importantes ou des questions, complétez ce tableau, n'hésitez pas, c'est le moment, je prends quelques interventions. Je pense que nous prenons le micro pour qu'on entende bien. Il faut le tenir un peu perpendiculaire. Bonsoir à tous. Je voulais parler de l'Italie parce que Giorgia Meloni, une nouvelle dirigeante d'extrême droite fraîchement élue, a annoncé en fait vouloir profondément modifier un système italien qui est somme toute une démocratie parlementaire assez modèle, avec l'élection du président du Conseil au suffrage universel, ce qui se rapproche un peu du modèle gaulien de la République présidentielle dont vous parliez. Et voilà, je voulais avoir un peu votre réaction sur à quel point cet exemple illustre la tentation césariste qu'on a à droite et quelle réponse politique on peut y apporter. S'il y a des questions dans cette partie-là de la salle, n'hésitez pas. Bonsoir, je vous remercie. J'ai simplement une question. Que pensez-vous du fait que les candidats Renaissance Ensemble ont signé l'année dernière, au moment de se présenter, une charte d'engagement qui indique à l'article 1er qu'ils devront soutenir et voter tous les projets de loi proposés par le président. Est-ce que ça ne contrevient pas à l'article 27 de la Constitution qui dispose que nul mandat n'est impératif? Est-ce que justement là, on ne fait pas un mandat impératif en fait? S'il y a des femmes qui peuvent poser des questions, en passant parce que il y a une dame juste ici et un monsieur avec un peu. Est-ce que vous pourriez nous expliquer très rapidement la différence entre 49.3, 47, 44.3 et est-ce qu'il y a d'autres 44 ou 32 ou 22 qui sont fragiles comme ça et qu'est-ce qu'il y aurait comme barrage prévu dans la nouvelle constitution? Moi, déjà, je voulais revenir sur ce que la dernière dame a dit. Ça ne m'étonne pas quand ça les arrange, qu'on ne connaisse pas la Constitution, qu'on ne s'y intéresse pas, parce que c'est une manière pour eux de garder le pouvoir. Moins on en sait, plus c'est facile pour eux de se l'accaparer. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, effectivement, moi, j'ai toujours pensé qu'une 6e République était nécessaire, plus que vitale, parce que
comme vous l'avez expliqué, toutes les trois, la cinquième, elle a été créée dans un moment de crise. Côté français, c'était une guerre civile, côté algérien, une guerre tout simple, une guerre d'indépendance. Et donc, une fois que la crise est calmée, théoriquement, on revient dessus pour faire les choses à plat, bien. Donc ça, c'est le premier argument. Deuxième argument, c'est vrai que moi, en tant que citoyen, quand je prends du recul, j'ai vraiment l'impression que la démocratie qu'on croit vivre n'est pas une vraie démocratie. Moi, j'ai l'impression que ce qu'on vit actuellement, surtout avec le calendrier le quinquennat, le calendrier qui a été transformé, etc., j'ai l'impression vraiment, c'est des mots qui peuvent choquer, mais il ne faut pas avoir peur des mots, il faut avoir peur des actes décrits par ces mots. Et j'ai vraiment l'impression que pendant 5 ans, on a une sorte de dictature pendant 5 ans, après on a 2 semaines de démocratie. Après on a de nouveau 5 ans de dictature, on a 2 semaines de démocratie. Qu'est-ce qu'on est là? On vote pour qui va être le grand chef pendant 5 ans, et ensuite, même si on n'est pas d'accord, parce qu'en plus ils ne tiennent pas leurs promesses, on va dans la rue, et finalement, déjà ils réduisent les chiffres, du nombre de manifestants, ils envoient les CRS, etc. Et donc, on n'a pas, littéralement, on n'a pas du tout notre mot à dire. Donc, au-delà de la République, la démocratie, c'est le pouvoir au peuple. Alors, bien sûr que le peuple ne peut pas exercer, il met des représentants, mais les représentants, théoriquement, ils doivent suivre déjà leurs promesses et ce que le peuple veut. Et donc, c'est pour ça que pour moi, ça me paraît fondamental. Et dernière chose, avant de rentrer le micro, ce qui me fait peur aussi pour notre République et notre démocratie, ou ce qu'il en reste, c'est qu'à la base, il devait y avoir 3 pouvoirs indépendants, législatif, l'exécutif et le judiciaire. Et aujourd'hui, on est en train de voir d'autres pouvoirs qui sont en train de monter, de devenir peut-être plus puissants que les autres. On a un pouvoir médiatique qui, aujourd'hui, est vraiment un véritable pouvoir et représente une très grande puissance qui fait la pluie et le beau temps. Et un autre pouvoir, on a vraiment l'impression que les grands chefs, les grands millionnaires, les grands milliardaires, ça ne me dérange pas qu'il y ait des grands patrons, qu'il y ait des riches, des pauvres et tout ça. Ça me dérange pas, c'est un long débat. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a une poignée d'hommes qui sont vraiment surpuissants et on a vraiment l'impression qu'ils sont au-delà de ce grand pouvoir et le quatrième, et c'est eux qui décident qui ils posent, qui ils enlèvent, qui ils légitiment. D'un jour à l'autre, ils peuvent délégitimer quelqu'un, une personnalité politique très puissante, et aussi peuvent ramener quelqu'un inconnu et en faire un président alors qu'il n'a jamais fait de politique. Quand j'étais jeune et je rends le micro, il y avait un film qui s'appelait Un fauteuil pour deux avec Guy Murphy, et ils ont fait un pari et ils ont pris un SDF et ils ont fait quelqu'un de très puissant, et quelqu'un de très puissant, ils l'ont transformé en SDF. Et là, moi, j'ai l'impression que Macron, il est sorti de je ne sais pas où, il a été ministre. Je me rappelle quand il était ministre, personne ne savait qui c'est. Donc il fallait expliquer aux gens qui était cet homme-là. Et 2 ans après, cet homme-là, il est devenu président. Et donc, après, il a été réélu des infos, je ne sais pas comment. Et on a l'impression que là, ils veulent encore tuer plus la démocratie, puisqu'ils sont en train de parler doucement, de le faire représenter une 3e fois. Donc, j'ai vraiment l'impression que, en tant que citoyen, j'ai vraiment l'impression que la démocratie dans laquelle on croit vivre, elle est à l'agonie, et petit à petit, elle disparaît. Voilà, c'est tout. J'aurai une deuxième série de questions aussi après. Comment ça fonctionne? Je partage tous vos constats, mais ce stade, j'ai l'impression que je Parlez un peu plus dans le micro comme ça, comme si c'était un micro. plus dans ça. Oui, voilà. Je disais que je partage tous vos constats. Et ce qui me donne de l'espoir en ce moment, c'est que l'UPES et les filles viennent déposer un projet de loi constitutionnel en faveur de l'instauration du référendum d'initiative constitutionnelle. Et ça me donne beaucoup d'espoir parce qu'on a vraiment besoin de changer les institutions. Et le RIC, comme on revendique les Gilets jaunes, est une manière de progressivement modifier la Constitution. Et du coup, la question que je me pose, c'est quelles sont les chances de succès de cette PSC récemment déposée par la NUPES. J'espère que ça va fonctionner. Après, j'imagine qu'il va y avoir beaucoup d'obstacles et je me demande en fonction de quel scénario ça pourrait fonctionner. Non, c'est toi qui as décidé. Et après, on passe. Non,
plusieurs points. Déjà, moi ce que je pense, parce que moi je ne crois pas forcément qu'on pourra changer les choses par les gens, donc moi je pense une question centrale à la gauche de la gauche, je pense que c'est vraiment qu'est-ce qu'on veut faire. Donc est-ce qu'on va arriver concrètement à faire changer les choses par le parlementarisme pour une 6e république ou pas? Moi je ne crois pas du tout, parce que une 6e république, il y a à peu près une 7e, et puis une 8e, et puis une 9e. Il y a un ordre actuellement mondial dirigé par une haute sphère financière libérale capitaliste fascinante. Et si on veut faire changer les choses, je pense qu'il y a ceux qui veulent faire changer les choses par les urnes, et puis il y a ceux qui ont une stratégie révolutionnaire par la lutte armée. Et donc il faut se poser cette question, qu'est-ce qu'on veut, comme disait d'ailleurs Rosa Luxembourg à l'époque, dans son livre, la révolution sociale, réforme sociale ou révolution. Donc je pense que c'est ça qu'il faut se poser concrètement. Donc est-ce qu'on arrivera par des réformes ou des élections à changer les choses? Moi je pense pas, je pense que voilà, donc il faut se poser cette question-là. Je pense que ce débat-là il est important. Donc est-ce que c'est par une grève générale, la mobilisation des travailleurs et des travailleuses qu'on peut arriver à faire changer cet ordre, donc par une insurrection qui se transforme en révolution ou pas? Donc c'est cette question-là vraiment de la lutte armée ou pas, de ces expériences qu'on a eues dans le passé. Voilà. Alors après, les élections, ça peut très bien, effectivement, c'est la construction du parti d'avant-garde, les élections pour servir de tribune, pour avancer et essayer de nous rassembler. Ça, je pense que c'est très important, et d'arrêter les divisions. Mais ensuite, c'est vraiment cette question qu'il faut poser. Là, on le voit avec les retraites, la mobilisation qu'on a eue dans la rue, c'était énorme, on a perdu. Donc, moi, les gilets jaunes, pour penser effectivement de faire une insurrection forte sur les Champs-Élysées, etc. Et tout ça, comment on peut arriver à rassembler toutes ces forces-là pour arriver à un projet réellement révolutionnaire. Voilà. Merci beaucoup. Donc on va faire des réponses ou des ajouts, des remarques, des réactions à cette série d'interventions. Pour ma part, je vais poser d'autres questions à mes collègues intervenants, mais je vais me permettre une intervention sur les médias. C'est un sujet sur lequel je travaille plus particulièrement et qui, j'en suis absolument d'accord, est un élément essentiel pour la démocratie. Et aujourd'hui, on est dans une situation où non seulement nos institutions sont arrivées à bout de souffle, sont à l'agonie, c'est vous qui avez employé ce terme, à l'agonie, à bout de souffle, je ne sais pas, mais en tout cas, vraiment, on est là dans quelque chose où on sent d'ailleurs qui finit. C'est plus tenable longtemps. Mais on a aussi un problème démocratique majeur par rapport aux médias. Et dans notre pays aujourd'hui, on a un souci énorme sur la concentration des médias entre les mains d'une dizaine de personnes. Et quand on dit des personnes, on dit des personnes, c'est-à-dire des gens qui ont soit des intérêts financiers, soit des orientations politiques qui sont les leurs individuelles, mais leur fortune leur permet de les diffuser de manière extrêmement puissante. Et on l'a vu bien sûr avec Vincent Bolloré et son travail, entre guillemets, parce que c'est une stratégie qu'il déploie dans le cadre de la loi de 86 qui lutte contre la concentration mais qui est obsolète. Donc il y a des interstices aujourd'hui qui sont créés pour lui permettre d'avoir une capacité de diffusion d'idées, de ses idées xénophobes, de ses idées vraiment racistes et de son projet politique nationaliste, d'une diffusion extrêmement importante, et notamment avec CNews, mais bien sûr l'employable européen. Moi j'ai été extrêmement choquée par les propos tenus entre guillemets par l'humoriste Gaspard Proust. Je ne sais pas si vous avez vu ça. On fait des tonnes de polémiques autour de l'humoriste Guillaume Meurice, mais je veux dire, alors que personne n'a parlé des propos d'incitation à la haine raciale, mais vraiment, enfin moi j'ai saisi l'ARCOM, mais tenu par Gaspard Proust sur une radio détenue par Vincent Bolloré. Il y a des magazines qu'il possède, il a évidemment CNews et C8, il a bien sûr maintenant la Tribune du dimanche et ça se déploie aussi dans l'édition, le JDD. Donc, oui, pardon, il n'a pas la Tribune du dimanche, mais le JDD. Et finalement, on est réduit au bon vouloir
de ces milliardaires, est-ce qu'ils seront altruistes et qu'ils investiront dans des médias sans y mettre le bout de leur nez, ou est-ce qu'ils auront des velléités de faire passer leurs idées? En fait, on en est réduit à leur bon vouloir. Et dans une démocratie, l'information, c'est évidemment capital. Donc, moi, j'ai posé une proposition de loi au moment de la crise du JDD, et c'est un travail évidemment de très longue haleine, que je prends à mon tour, après que d'autres, bien entendu, aient beaucoup travaillé là-dessus. Et c'est un sujet majeur, parce qu'on n'aura pas une république qui fonctionne avec des médias qui soient dominés soit par les intérêts des gens, soit par des idéaux politiques non connectés avec la démocratie en réalité. Et c'est absolument essentiel de travailler là-dessus. Il n'y a pas de démocratie sans, c'est un des fondements même, donc je partage. Et d'ailleurs, on fera peut-être une audition publique là-dessus sur les médias, j'y ai pensé. Ça sera le moment de se revoir et d'en reparler. Mais aussi, moi, les deux questions que j'ai, c'est au moment de la crise des retraites, on parle beaucoup de cette crise des retraites, parce que c'est vrai qu'elle a marqué les esprits de la manière dont on a laissé utiliser par ce gouvernement et par ce président tous les artifices antidémocratiques contenus dans la Constitution, mais qui n'étaient pas censés être utilisés les uns après les autres. Et on a quand même des gens qui sont censés être des gardiens de la Constitution et tout ça, on en parlait tout à l'heure, c'est le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel qui a pris une décision de validation de la loi absolument scandaleuse. Scandaleuse. Donc on a là, à mon sens aussi, dans les points noirs de cette Constitution, ce Conseil constitutionnel, je ne sais pas si c'est les modalités de son existence même, les modalités de désignation de ses membres, etc. Mais quand même là, qui donne le coup de grâce. Qui est-ce qui donne le coup de grâce? Et qui dit à Macron, qui absout Emmanuel Macron de toutes ses décisions limites précédentes, c'est le Conseil constitutionnel. S'il n'y avait pas eu cette validation-là, on était dans une autre histoire qui pourrait se poursuivre. Et puis, je dirais aussi, deuxième question, finalement, on est face à un moment où il y a de la Constitution et les règles écrites. Et il y a aussi les usages, les règles tacites. Dans le monde d'avant, on ne pouvait pas être ministre et passer devant la Cour de justice de la République parce qu'alors qu'on a utilisé son mandat, ses fonctions pour régler ses comptes personnels. Dans le monde d'avant, il n'y avait pas la possibilité de résister à des millions de personnes dans la rue et 93% de gens opposaient à une réforme. Ça n'existait pas, ça n'arrivait pas. Dans le monde d'avant, il y avait un certain nombre de règles tacites d'usage qui permettaient que, vraiment, quand on se heurtait à un os, un gouvernement pouvait reculer. Et là, on a vraiment le sentiment d'une brutalité et que plus aucune règle, plus aucun usage n'est respecté en réalité, qui permettrait d'avoir un débat qui se respecte, les uns les autres. Il n'y a plus aucun respect. Et donc, il y a les textes, mais il y a aussi une forme de consensus, de capacité pour faire société ensemble, pour faire démocratie ensemble, à se dire il y a des règles et puis on fixe des limites, quoi, un peu, s'il y a 5 millions de personnes dans la rue, même si on a le pouvoir, même si on a la majorité à l'Assemblée nationale, on ne le fait pas, quoi. Exemple, le CPE, donc il y a ça, et puis après peut-être qu'on parlera des conditions dans lesquelles on peut changer de constitution, mais c'est peut-être dans la deuxième partie. C'est vrai qu'en France on a toujours changé de constitution, c'était soit la guerre, soit le coup d'État, soit la révolution. Donc est-ce que là on peut imaginer, moi je ne suis pas pour la lutte armée, en fait je pense que je préfère vraiment essayer de travailler sur un changement pacifique de régime, et qui soit pour autant profond. Et je pense que c'est possible si la démocratie, en fait, elle reprendra, si les gens reprennent la main, et notamment dans les processus, en réinvestissant tous les champs possibles de la délibération. Je ne sais pas par qui... Je ne vais peut-être pas répondre à toutes les questions, c'est même sûr, mais je vais enchaîner avec ce que tu disais. Oui, évidemment, les usages sont beaucoup dans ce qui se passe, et je vais revenir à l'anti-Crinfin, c'est-à-dire que le fait est que sont arrivés au pouvoir un groupe de personnes dépourvues de l'éthique de la fonction gouvernante, de toute évidence. L'éthique de la fonction gouvernante, c'est le fait d'être conscient que lorsque on est
titulaire d'un mandat, eh bien, on doit exercer ce mandat dans l'esprit pour lequel il existe, il a été créé, et qu'il y a, s'il y a un jeu de pouvoir et de contre-pouvoir, eh bien, on doit exercer ses fonctions en respectant ce jeu, en respectant les règles du jeu. Voilà. Et donc, ça vient avec cette notion d'usage. Chaque mandat a une éthique en propre, et aujourd'hui, ceux qui exercent ces mandats eh bien, sont dépourvus de cette éthique. Est-ce que c'est de notre faute? C'est la question. Je ne sais pas si c'est de notre faute, mais ce qui est sûr, c'est que nous ne sommes visiblement pas investis de cette connaissance, de cette nécessité. Nous ne ressentons pas profondément la nécessité de connaître nos institutions et, j'allais dire par là, d'intimer à ceux qui ont ce mandat de faire comme ceci ou comme cela. C'est nous, mais c'est aussi, c'est pour ça que j'arrive, c'est aussi en effet les médias. Mais je ne limiterai pas ça à la question de Bolloré, etc. Moi, je suis tout aussi frappée de voir que France Inter, France Culture, les grands médias aussi, ne laissent pas la place pour la véritable délibération, la véritable discussion. Pour moi, c'est frappant. C'est-à-dire qu'il y a aussi une manière de dire les choses. Moi, je le sais, hein, parce que au printemps, petit à petit, alors que j'étais assez familière, je commence à vous dire assez familière de France Culture, j'ai tout simplement je n'ai plus été invitée du jour où j'ai dit, voilà, c'est le ministre de la Constitution, comme un mauvais avocat qui veut, pense que ça n'est rien un problème. Donc je crois qu'il y a une ambiance en fait qui est plus générale, même si en effet, de toute façon, la question de la privatisation des médias par les riches est vraiment problématique. Je voudrais juste parler de l'Italie, parce que ça a été... parce que ça, pour moi, ça devrait être un avertissement. Est-ce qu'on veut ou non changer de constitution? Nous, ça fait à peu près entre 20 et 30 ans qu'en France, le débat existe. En Italie, le débat existe depuis 40 ans. Et il y a eu des modifications, comme nous, on en a fait. Voilà. Et on n'a pas changé de constitution. Résultat, qui veut changer aujourd'hui, avec une vraie chance de le faire? Eh bien, c'est le gouvernement dirigé par Giorgia Meloni. Est-ce que nous voulons qu'il nous arrive la même chose? C'est ça quand même qui se pose à nous. C'est-à-dire, si nous ne changeons pas maintenant, alors que nous en discutons et nous en discutons et nous en discutons, est-ce qu'il ne va pas y avoir une force d'impulsion à l'extrême droite, à un moment donné, dans pas si longtemps que ça peut-être, qui vont dire oui, on va changer de constitution et peut-être dans un sens encore plus mauvais. Mais je pense qu'il faut s'interroger là-dessus. On voit pour l'instant l'exemple italien, c'est ça. C'est de me dire, ça fait plus longtemps que nous qui discutent de ça. Ça n'a pas abouti. Mais peut-être que ce sera pour le deuxième round. Oui, non, ce sera pour le deuxième. Ah oui, le Conseil constitutionnel. Si peut-être juste un mot sur la décision du Conseil constitutionnel du 14 avril. Bon, certains peut-être le savent, j'ai écrit un livre très à charge sur le Conseil constitutionnel, très à charge. Néanmoins, un livre très argumenté. Ce sont pratiquement que des faits que j'expose. Le Conseil constitutionnel, pour moi, se présente, mais il se présente depuis très longtemps comme un contre-pouvoir de droit, en ce sens qu'il est censé opposer au pouvoir politique une autre parole, qui est la parole de la Constitution. Et c'est ce qu'on lui demande de faire. On oppose la parole de la Constitution à l'exercice du pouvoir politique contre ceux qui voudraient s'affranchir des limites. Idéalement, sa fonction est celle-ci. Sa fonction, en tout cas, celle qui le revendique. La problématique, c'est qu'il le fait dans des conditions qui sont indignes, mais ça se voit
dans ses décisions. Je m'arrête un instant sur ce qu'il a décidé le 14 avril. Il a dit qu'il y avait un usage inhabituel des procédures de la Constitution. 47.1, donc, c'est cette disposition qui prévoit que le gouvernement dépose un projet de loi de financement de la sécurité sociale dans des conditions différentes des projets de loi ordinaires. Ces conditions sont différentes parce qu'il y a une limitation du temps de la délibération et il y a à la fin une possibilité que si les assemblées ne votent pas le projet, eh bien le gouvernement pourra lui-même, tout seul, par ordonnance, adopter ce projet. Évidemment, ça n'existe pas pour les lois ordinaires. Ça existe spécifiquement pour le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Je n'ai pas le temps de vous expliquer en quoi c'était non conforme à la Constitution de recourir à cette procédure ici. En tout cas, il l'a fait. Et puis, et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en effet, l'Assemblée nationale, au premier tour, n'a pas voté le texte. Et donc, puisque le délai était déroulé, il est passé au Sénat. L'Assemblée n'avait pas voté. Sénat, ça revient à l'Assemblée, et là, que fait le gouvernement? D'abord, à un moment donné, il fait vote bloqué. Donc 44-3. Vote bloqué, ça veut dire, attention, on ne va plus délibérer, comme c'est la règle, article par article, amendement par amendement. Donc on va demander un seul vote sur tout ou partie du texte que le gouvernement décide de présenter à ce moment-là. Donc qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On prive l'Assemblée de son pouvoir de délibération. C'était le Sénat, pardon. C'était le Sénat. On le prive de son pouvoir de délibération. Donc il vote quand même dans ces conditions. Ça repasse à l'Assemblée. Là, qu'est-ce qui se passe? 49-3. Et là, 49-3, ça aboutit à quoi? Ça aboutit au fait que le texte qui est présenté par le gouvernement sera considéré comme adopté sans vote, ça c'est important, sans vote, si aucune motion de censure n'est adoptée suite à l'engagement de sa responsabilité. 49.3, c'est ça. J'engage ma responsabilité, vous avez le choix. Soit vous me censurez, soit si vous ne le faites pas, le texte est adopté, mais sans vote spécifique sur le texte. Alors, je passe aussi sur le Conseil constitutionnel avait aussi à prendre en compte le fait qu'il y avait eu, entre guillemets, de fausses informations qui avaient été données. Il en fait part d'ailleurs dans la décision. Et ce qui est gêné dans la décision, qui dit oui, en effet, mais comme en fait on s'est rendu compte de la supercherie, bah finalement c'est resté dans les clous, c'est resté sincère, ce qui est hallucinant. C'est-à-dire qu'en fait on autorise le gouvernement à donner de fausses informations. En fait il suffit qu'il se fasse prendre pour que ça devienne constitutionnel. C'est ça en fait. Bon. Et en fait il a dit donc l'usage de tout ça c'est inhabituel. Bien sûr, c'est inhabituel. Mais il n'est pas inconstitutionnel de se servir des procédures qui sont inscrites dans la Constitution. Et ça c'est très problématique. C'est très problématique de dire quelque chose comme ça. C'est dire que les moyens que donne le droit sont des moyens déconnectés des fins poursuivies. Je prends l'exemple de Massu. Le juge judiciaire, dans le cadre d'une procédure pénale, peut, par exemple, vous prononcer une peine de prison contre quelqu'un. Il le peut. Si la personne est reconnue coupable d'avoir fait ceci ou cela, et s'il y a telle et telle condition, etc. Si le juge se met à mettre n'importe qui en prison sous prétexte qu'il a ce pouvoir-là, sans considération pour les faits, et pour les raisons pour lesquelles il recourt à cette peine, on comprend bien que c'est un véritable problème. Bah, là, ce que le Conseil constitutionnel a fait, c'est d'autoriser le gouvernement à faire ce qu'il voulait avec les moyens que lui donne la Constitution, sans considération pour les raisons, pour les fins pour lesquelles ces procédures ont été instituées. C'est-à-dire qu'il donne un blanc-seing
Et ça, beaucoup de constitutionnels l'ont quand même dit, mais enfin je dis beaucoup, pas comme ça, mais quand même certains m'ont dit, bah oui, effectivement c'est un problème. Parce que si la Constitution est simplement une ressource au profit du gagnant, bah ça n'est plus une Constitution dans le sens originel du terme, une Constitution qui fixe des limites. Donc ce jour-là, il n'en était pas à sa première infamie, si on peut dire, mais ce jour-là, le Conseil constitutionnel a pris acte de ce que son travail n'était pas d'opposer au gouvernement la parole constitutionnelle au sens politique du terme, mais simplement de valider des pratiques au regard d'une lecture, on va dire, désaffectée du texte constitutionnel. Je pense que c'est plus problématique. J'ai parlé trop longtemps. C'est vraiment toujours un régal d'écouter Laurie Fontaine. Nous, on l'a auditionné, et puis c'est quelqu'un qui est bien sûr une ressource vraiment indispensable. Et je trouve que notamment tout le discours qui n'est pas un discours politique, qui est un discours philosophique du droit constitutionnel autour de l'éthique de la fonction gouvernante, je pense que c'est quelque chose qui ne fait pas que de nous donner des outils pour critiquer ce que font les macronistes, et pour utiliser un mot plus précis, puisque je crois que c'est vous qui faisiez le descriptif peut-être le plus précis, l'oligarchie. L'oligarchie qui est un régime politique des peu, oligos peu, archi-pouvoir, oligarchie. C'est le régime politique dans lequel nous sommes actuellement, c'est une oligarchie. C'est comme ça que je préfère le qualifier, plutôt que dictature, parce que je pense qu'en dictature, on ne pourrait même pas faire ce type de réunion. Et comme je suis chilienne et que j'ai dû fuir mon pays à cause de la dictature de Pinochet, j'ai toujours beaucoup de prévention à utiliser des termes aussi concrets. Je pense qu'en matière de démocratie, en réalité, c'est rarement blanc ou noir. En fait, c'est un gris, c'est-à-dire c'est des nuances, des choses qui sont plus ou moins démocratiques. Et ça peut varier. Et clairement, le système de concentration des richesses qui est protégé par le système de concentration du pouvoir politique est un système qui est belligène. Dans une société française qui est une société qui se vit elle-même comme une société démocratique, comme une société aux principes républicains, je rappelle quand même que la Constitution actuelle dit que notre principe, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. C'est écrit dedans, la Constitution. C'est écrit dedans. Donc, cette audace, finalement, de certains de s'accaparer ce pouvoir et ces richesses, de remettre en cause, même par leurs décisions, la capacité des êtres humains à survivre avec la dégradation du climat, la dégradation du seul écosystème qui permet la vie humaine, avec le fait de plonger des millions de personnes dans la misère, ne passe pas si facilement que cela. Et effectivement, ça a été dit, le système médiatique qui fait partie du système oligarchique. En fait. C'est la même chose. Dans la captation des pouvoirs entre les mains de peu de personnes, c'est la concentration oligarchique du pouvoir médiatique. C'est exactement le même phénomène. Ça ne passe pas si facilement que cela. Mais c'est vrai que l'une des questions qu'on doit se poser, c'est que se passe-t-il lorsque nous n'avons pas de modalité pacifique de résolution des conflits? Dans toute société démocratique, il y a des conflits. C'est normal. Il n'y a qu'en dictature, pour le coup, il n'y a pas de conflit. Donc, une société démocratique sécrète des conflits d'intérêts, des conflits politiques. Comment on arbitre pacifiquement ces conflits-là? C'est ça la politique. Et c'est ça la Constitution. Si vous n'avez pas de limites constitutionnelles ou de modalités pacifiques, c'est alors que surgissent, et c'est pas surprenant, des partisans de modalités non pacifiques de résolution des conflits. D'où la question qui a été posée avec beaucoup de transparence par quelqu'un dans la salle aujourd'hui, qui est l'option violente. Allons jusqu'au bout de ce raisonnement-là. Parce que c'est une réalité en France
qu'il y ait une tentation de l'option violente. C'est une réalité. Alors, est-ce qu'on pense que l'option violente peut sécréter l'avènement de la société démocratique que nous souhaitons? Ou alors est-ce qu'il n'y a pas plutôt un risque que l'option violente soit perçue par la grande majorité des citoyennes et des citoyens comme un risque qui justifierait une option politique d'ordre et finalement littéralement beaucoup plus autoritaire? Moi, je pense sincèrement, au-delà du fait que sur le fond éthique, pour reprendre je ne suis pas d'accord pour qu'une minorité s'impose à la majorité et encore moins par la violence, donc je réprouve absolument l'option violente par éthique. Mais en plus, je pense que dans la France de 2023, c'est le chemin rêvé pour avoir l'extrême droite au pouvoir ou pour accélérer ce qui a été relevé par Laureline Fontaine comme le petit danger que montre l'Italie, c'est qu'en réalité, l'extrême droite aussi, elle a une option constitutionnelle. Elle a une idée de régime politique dans laquelle ce système oligarchique est encore trop démocrate. Parce qu'il permet encore l'existence de partis, parce qu'il permet l'existence de syndicats, d'un certain droit d'association, parce qu'il permet malgré tout un certain pluralisme, etc. L'extrême droite considère que même ça c'est trop pour protéger les intérêts privés, les intérêts, l'accaparement des richesses qui sont les mêmes qui sont protégés par l'oligarchie. Donc nous, ce qui est, je crois, important peut-être de mettre sur la table, c'est que contrairement aux apparences et contrairement à ce que cherche à construire un certain discours très conservateur en matière constitutionnelle qui fait des partisans de la 6ème République des pinailleurs, des mauvais perdants, etc. En réalité, je pense que les partisans de la 6ème République sont les meilleurs tenants de la modalité pacifique de règlement du conflit. C'est-à-dire que si nous ne faisons pas nous-mêmes l'effort de faire sécréter de la société cette option démocratique nouvelle, alors ce ne sera pas la survie tranquille du système actuel que nous verrons nous dérouler sous les yeux. Il n'y a pas de statu quo constitutionnel, à mon avis. Je pense que si on laisse la 5e République, il y a trop de forces aujourd'hui politiques qui sont ouvertement dans une option de guerre civile. Il y a l'extrême droite qui est dans une option de guerre civile sur le terrain ethnique et qui, toute la journée, vous somme de vous définir en fonction d'une religion, en fonction d'une couleur de peau, en fonction de critères qui sont exogènes à... Excusez-moi, mais pas que l'extrême droite. Il n'y a pas que l'extrême droite, mais ça vient de l'extrême droite, cette idée-là. Et l'idée, et l'autre risque, ou l'autre, on va dire, mouvement est fondamentalement diviseur, c'est, je le disais tout à l'heure, l'accaparement des richesses. L'accaparement, l'ultra-accaparement des richesses par certains, ne peut pas se faire en état de paix civile. C'est pas possible. Donc, face à tous ces risques-là, qui sont des risques réels d'options violentes et de division entre nous, eh bien, en fait, il y a une solution. C'est qu'on décide tous ensemble qu'on veut faire une constitution ensemble. Et il y a quelque chose que moi, je perçois comme étant fondamentalement patriotique dans cet acte-là. Et quand je dis patriotisme, c'est parce que je me réfère à Romain Gary qui disait que le nationalisme, c'est la haine des autres, et le patriotisme, c'est l'amour des siens. Je pense qu'il y a besoin d'une confirmation. Est-ce qu'on a envie de faire République ensemble, ou est-ce que c'est juste parce que c'est écrit quelque part qu'on est ensemble qu'on est ensemble? Est-ce qu'on a envie d'être ensemble? Et c'est là que vient la modalité procédurale, mais qui est tout sauf de la procédure, qui est celle qui est dans le programme que nous défendons, qui est l'idée d'assemblée constituante. L'assemblée constituante, c'est une modalité collégiale qui respire avec la société pour essayer de se dire, bon ben, quelles sont ces règles de décision et quels sont les principes qui nous rassemblent, auxquels nous pouvons majoritairement, très majoritairement souscrire, et qui aboutiront à ce que
même si entre deux élections, parfois je perds, j'ai confiance dans le système qui a produit la norme, qui a produit les gouvernants. Et du coup, si pour le moment je suis minoritaire, c'est pas grave, je continue la bataille des consciences, je continue la bagarre politique dans le contexte que moi-même j'ai contribué à élaborer, et jusqu'au coup d'après, parce que la démocratie c'est quelque chose qui est une fabrication humaine, et tout ce que les êtres humains peuvent fabriquer, ils peuvent le défaire également. Voilà, je pense que c'est cette option-là qui est peut-être la plus enthousiasmante. Pour moi, faire de la politique aujourd'hui, je participe comme Sophie, comme tous les collègues de la NUPES, à tous les combats, déjà les combats de résistance face aux agressions ultralibérales, climaticides qu'on reçoit, aux revendications sociales, voilà, environnementales, de construction d'un avenir meilleur. Mais sans doute la cause qui aujourd'hui est la plus importante, la plus prioritaire, la plus primordiale, la plus historique, c'est celle pour la 6e République. Et donc, voilà, il n'y a plus qu'à. Voilà. Et cette idée-là que vous pouvez faire, vous, en peut-être, je termine juste là-dessus. Non, non. Ah si. Ah bon, ça continue après? Alors, je termine juste en disant la chose suivante. Je pense que, contrairement aux apparences ce soir, parce qu'on a eu un discours très érudit, en réalité, ce n'est pas un sujet érudit. Ce n'est pas un sujet de sachant. Si vous posez la question à n'importe qui, selon vous, est-ce qu'il faut encore un président de la République? Eh bien, toute personne, au bout d'une réflexion de 3 ou 4 minutes, vous trouvera en elle des débuts de commencement d'une réponse à cette question. Bon, pour moi, c'est non. Mais je n'impose pas ma réponse à tout le monde. Mais des questions comme ça, vous pouvez en poser plein. Faut-il que le vote blanc et nul aboutisse au fait qu'on puisse annuler une élection? Voilà. Faut-il le vote obligatoire? Faut-il le vote à 16 ans, etc. Tous ces sujets sur lesquels on n'est pas forcément d'accord, mais par contre, le fait même qu'on se sent tous à égalité de légitimité pour les aborder ensemble, c'est ça qui constitue le mouvement populaire pour la 6e République. Merci. On va poser un deuxième temps sur quels sont les éléments les plus importants à avoir. Voilà. Non, parce qu'on était à la réponse. Quels sont les éléments les plus importants? Qu'est-ce qui serait les points fondamentaux, soit d'une 5e République améliorée, soit d'une 6e République? Nous, on s'est engagé pour une 6e République, mais on est ouvert à des discussions. L'important, c'est que la démocratie elle fonctionne. Et je sais que Aurélie Fontaine a dit peut-être qu'il y aura c'est peut-être pas le numéro qui est important, mais peut-être aussi la pratique du pouvoir. Voilà. Et deuxièmement, deuxième question que j'ai envie de vous poser, et comme ça ce sera votre conclusion, Aurélie d'abord, Aguel ensuite. Est-ce que vous pensez qu'on peut radicalement changer les choses par, et c'est aussi une manière de répondre à votre interpellation, un dispositif, le RIC par exemple, ça peut être le fait d'institutionnaliser des conventions citoyennes qui auraient un certain nombre de poids, ou alors, je sais pas, ou alors de cumuler des mandats, enfin par des dispositions isolées qui viendraient modifier la 5e, qu'on peut résoudre ce problème. À mon sens, une constitution, finalement, c'est un équilibre entre différents pouvoirs, un équilibre assez subtil quand on touche à quelque chose, et on l'a vu, quand on a transformé le septennat en quinquennat et qu'on a changé l'ordre des élections, quand tout le monde a voté ça, personne ne se rendait compte des conséquences majeures et dramatiques que ça allait avoir, en tout cas dans le débat public. Je disais, finalement, c'était quasiment un référendum un peu technique de bon sens. Bon, et en fait, ça a eu des répercussions et des conséquences politiques majeures. Donc, est-ce qu'il faut tout repenser, ou est-ce qu'il faut se dire, on va changer, c'est à la fois une question de fond et une question stratégique, on va changer les choses en disant, déjà, grattons briques, grattons ci, grattons ça, et ça changera suffisamment la donne. Donc, c'est une deuxième façon de poser la question. Donc, je vous laisse conclure l'une puis l'autre sur un débat qui n'aura pas évidemment terminé, on n'aura pas fait le tour ce soir, et qui doit aussi être éminemment citoyen. Et donc, je n'aurai pas la possibilité de vous donner la parole une deuxième fois, mais je serai avec plaisir, et le mail qui est celui de mien à l'Assemblée, n'hésitez pas vraiment à nous envoyer des contributions, fussent-elles limitées, sur une
semble absolument essentiel, ou une expérience que vous auriez vécue, et qui peut enrichir le débat. C'est aussi cette foultitude, je dirais, de prise d'anticipation, enfin, qui peut aussi construire ces compréhensions populaires, ces civilisations populaires à laquelle appellent de ses voeux. Je vous laisse conclure, chacun de votre tour. S'il vous plaît, vous n'avez pas beaucoup parlé de la 6e République, où la Constitution, processus constituant, a justement fait cette 6e République, son fonctionnement, son développement, etc. Parce que je travaillais pendant pas mal d'années dessus, avec un groupe de travail. Il peut y avoir un référendum là au Chili par rapport au fond de la Constitution, est-ce qu'il pourrait y avoir un mot là-dessus ou pas il va y avoir une élection qui va se là-dessus. Si vous voulez un petit peu détailler. Détaillé quoi, sur le processus. Allez-y. Parler un point compte, c'est-à-dire que sur le processus constituant, on avait travaillé avec un groupe, et donc élément 1, les fondations, désignation et structure, en 2. En 3, c'est le constituant, c'est-à-dire celui qui écrit, ou ceux qui écrivent. Et après, en 4, c'est le contrôle citoyen. En 5, la rédaction de la Constitution. Et en 6, enfin, la proposition de la Constitution aux citoyens. Donc on avait fait un déroulé comme ça, et ça tenait dans beaucoup de pages, et beaucoup d'articles, qui étaient vraiment très structurés, pour pouvoir donner la parole aux citoyens, et en même temps de pouvoir écrire après comment on écrit, comment on déroule cette écriture. Ça ne se faisait pas au hasard comme ça, on n'écrit pas comme ça, forcément pas, justement. Voilà. Et c'est tout ce que je veux dire à propos de la démocratie. Un roi qui a essayé de le faire, c'est Servius Tullius, il y a 2500 ans, il a essayé de se rapprocher de la démocratie et il a été assassiné. Donc c'est très compliqué de se rapprocher le plus proche possible de la démocratie en laissant ses citoyens parler et s'exprimer le plus possible. Et il n'a pas réussi. Comme il le disait si bien, 80% des rustiques devraient être représentés, les rustiques, c'est-à-dire les paysans, devraient être représentés à l'Assemblée nationale, comme il le disait si bien, c'est parce que c'est eux qui nous nourrissent à Rome. Sans eux, il n'y a rien. Bravo. Ça marche? Moi, je crois que là, il ne va pas m'appartenir de parler du processus de formation de l'Assemblée constituante. Je crois que laquelle, à mon avis, sera mieux placée de vous parler. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce que vous faites, et peut-être, vous le faites peut-être dans des conditions d'isolement, je ne sais pas. Non, mais quand je dis isolement, pas tout seul. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, moi, ce que je constate, c'est que, oui, il y a une vingtaine d'années, une grosse vingtaine d'années, et beaucoup de choses ont commencé avec 2005 et le traité établissant une position pour l'Europe. Il y a beaucoup de choses qui ont commencé à ce moment-là. Et en fait, il y a des dizaines et des dizaines d'initiatives et de groupes qui travaillent sur les questions constitutionnelles depuis des années. Mais en fait, on ne le sait pas. On ne le sait pas. Moi, depuis 20 ans, depuis le traité, régulièrement, je reçois des messages de personnes qui ont un groupe et qui travaillent à ces questions-là. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'à un moment donné, on fait corps avec ça? Comment est-ce que tout se rejoint? Et moi, je n'ai pas de réponse parce que je crois que ce n'est pas une science. Je pense juste que vous multipliez, je le redis, ce genre de réunion. À un moment donné, ça passe fort. Alors, d'une manière plus générale, oui, petite anecdote, la question du quinquennat, du relèvement de calendrier, moi, à l'époque, quand j'étais toute petite, mais j'avais rédigé une tribune que j'avais un peu maladroitement envoyée au journal Le Monde, qui évidemment n'avait pas publié, mais où je disais attention à ce qui va se passer. Et effectivement, elle est dans un tiroir maintenant, c'est dommage. Bref, ça va rien changer, quoi qu'il arrive. Alors, moi, il ne m'appartient pas, pour le coup, il me semble, de dire ce qu'il faudrait dans une nouvelle constitution. Moi, je ne crois pas que ce soit le rôle. Je peux donner des préférences, c'est-à-dire que si on parle de démocratie, je crois qu'il y a vraiment
deux modèles qui s'opposent. Il y a le modèle, on reproche à une personne, moi je pense que c'est injuste d'avoir tout le pouvoir, mais la question c'est que souvent quand on pense la démocratie, on pense le pouvoir de la même manière. C'est l'idéologie de l'assemblée unique. Une assemblée unique avec donc un groupe qui aura tout le pouvoir sans contre-pouvoir. Moi je ne crois pas à ce modèle, personnellement, puisque je crois fondamentalement à la délibération. Et la délibération n'est possible que s'il y a des intérêts qui s'opposent et qui se confrontent. Je crois qu'on peut délibérer seul, bien sûr, mais rapidement, on va raccourcir le temps de la décision. On sait très bien que quand on veut prendre une décision importante, un jour on déciderait ça et 15 jours plus tard, en fait, on a réfléchi, il y a eu beaucoup d'éléments et on va penser différemment, on va décider différemment. Je crois que ce temps est nécessaire, mais un temps pendant lequel il doit y avoir une confrontation, donc qui nécessite une écoute, parce que la contradiction c'est nécessaire. La contradiction c'est nécessaire, ça peut faire que soit ça change la décision, soit ça oblige ceux qui veulent décider d'une certaine manière à mieux se justifier encore, ou à approfondir les raisons pour lesquelles ils veulent prendre une décision. Je crois à ça. Donc, comme j'y crois, forcément, je ne peux que proposer un modèle d'institution où il existera des contre-pouvoirs. Les pouvoirs sont des contre-pouvoirs les uns vis-à-vis des autres. Évidemment, toute la difficulté, c'est de concevoir ces contre-pouvoirs de telle sorte qu'ils ne se paralysent pas. Puisque c'est le risque absolu. Ils ne s'empêchent pas. On a souvent analysé la première constitution française de 1791 comme ayant provoqué précisément un blocage, puisqu'on avait donné un droit de veto au roi, eh bien, l'usage qu'il a voulu en faire, mais là on revient toujours à la question des usages, et ça, on ne peut pas maîtriser par avance les usages, on peut juste contribuer à la formation d'une culture de cette éthique de la fonction gouvernante. Il n'y a que ça qu'on peut faire. Et donc en 92, le roi obstiné a voulu s'opposer à l'Assemblée nationale, ça a tout bloqué, le régime a sauté, la Constitution a été suspendue et on a dû passer à autre chose. Donc le risque, il est là. Donc il faut trouver un modèle. Alors je le dis à chaque fois, évidemment, ce modèle, il faut le penser de manière systémique. Je trouve que c'est bien qu'il y ait tout un tas de propositions. Est-ce qu'on veut l'oblique, est-ce qu'on veut ceci, est-ce qu'on veut cela, voilà. Mais après, il faut vérifier si tout ça ensemble, ça fait système, ça fait un système cohérent qui ne va ou pas se bloquer, ou pas aboutir immanquablement à l'accaparement du pouvoir par un groupe, etc. etc. Donc là, c'est compliqué. Donc moi, mon rôle ici, quel est-il dans cette entreprise? C'est de dire, ah, vous voulez faire ça, ah ben alors, regardez ce que ça a fait à tel endroit, ou à telle époque, voilà ce que ça peut faire si on le cumule avec telle autre disposition, etc. Je pense que notre rôle à nous, c'est celui-là. Mais ensuite, je peux dire que moi, je crois à l'idée de notre pouvoir. Voilà, c'est clair. Et au-delà de ça, l'imaginaire est à la Constitution. La 6e République, c'est à la fois un contenu, à la fois une liste de droits, de devoirs, de modalités de prise de décision, mais c'est aussi un chemin. Parce que sinon, ce serait finalement, il y aurait une sorte de concurrence dans le monde des idées entre ceux qui proposent telle constitution écrite de A à Z et d'autres, et puis finalement, ben, la meilleure, celle qui apparaîtrait comme la meilleure aux yeux du grand nombre, naturellement trouverait son chemin. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. En réalité, finalement, et c'est quelque chose sur lequel personnellement j'ai beaucoup appris, notamment dans le cadre des auditions parlementaires que nous avons menées l'année dernière, que je vous invite d'ailleurs à voir. C'est un peu long, alors c'est sur ma page YouTube. Il y a une page dédiée à toutes ces auditions parlementaires. Ce sont des séquences qui durent en général 3 heures, avec 3 ou 4 personnes invitées à qui nous posons un tas de questions. Et en fait, la principale question que nous avions, les copilotes de cette groupe de travail, on est 4 copilotes. Il y a Jérémy Yordanov de EELV, Elsa Fossillon du Parti communiste, Marietta Caramonli du Parti socialiste et moi-même. Et
une des toutes premières questions que nous avions, c'était un peu le cadre légal, c'est-à-dire le cadre formel du passage d'une constitution à l'autre. Notre souci était plutôt dans le concret du truchement un peu institutionnel pour que en fait, on sait quel était le chemin légal, constitutionnel pour y arriver. Et puis on s'est aperçu, confronté à toutes ces opinions qui étaient tout le temps fondées, vraiment des essayistes, des historiens, des professeurs de droit et autres, qu'en réalité, c'est pas ça le vrai obstacle. La vraie difficulté n'est pas celle-ci. Une société qui veut changer de constitution, elle l'impose. Et le reste, c'est de l'intendance. Il n'est pas écrit dans la Ve République comment on convoque une assemblée constituante. Il n'y a pas d'article qui dit voici comment on convoque l'assemblée constituante. L'assemblée constituante, pour être convoquée, devra être faite dans telle ou telle forme. Ça n'existe pas. Et d'ailleurs, il est rare que les constitutions elles-mêmes envisagent leur propre fin. C'est très rare. Il y a une logique conservatrice et auto-préservante d'un ordre juridique constitutionnel qui se vit lui-même comme étant immuable, éternel. D'ailleurs, c'est peut-être une des choses que nous pouvons tirer, je crois que c'est la Constitution de 1793 qui finalement n'a pas eu d'existence réelle parce qu'il y avait la guerre, qui elle prévoyait, je crois, si je me trompe, une caducité au bout de 30 ans, je crois. C'est-à-dire cette idée que les générations suivantes, ou plutôt les générations antérieures, ne peuvent pas imposer aux générations futures un cadre constitutionnel qui doit être à un moment donné réévalué, revisité. Et quand on regarde aujourd'hui dans le corps électoral français, aujourd'hui en France, il y a 50 millions de personnes qui sont en âge et en droit de voter. Il y en a 2,5 millions qui ne sont pas inscrites, donc il y en a 47 millions qui sont inscrits. Et sur ces 47 millions, par exemple, eh bien, l'abstention au second tour de la présidentielle, qui est l'élection dans laquelle il y a le plus de participants, en 2022, c'est 13 millions de personnes qui votent blanc ou nul ou s'abstiennent lors d'une élection présidentielle. Donc ça c'est le corps électoral. Et si on regarde là-dedans combien de personnes ont participé au référendum de 1962, qui est celui qui donne au président ce tout pouvoir, cette toute puissance, parce qu'il est prétendument l'expression de la volonté du suffrage universel, c'est sur une poignée de mains que ça se compte. Enfin, peut-être quelques dizaines, quelques centaines, je ne sais pas. Faut que les personnes, voilà, elles sont assez âgées. Parce qu'en plus, à l'époque, c'était 21 ans pour avoir le droit de vote. Donc, il est déraisonnable de trouver dans le référendum de 1962 la légitimité politique de la Constitution actuelle. Et il est l'heure vraiment de passer à autre chose. Mais évidemment, l'ancien régime, il se défend. L'ancien régime se défend, et d'autant que cet ancien régime est un régime politico-économique. Donc il se défend. Parce que si il nous laisse nous gouverner nous-mêmes, alors qu'est-ce qu'on va remettre en cause? On va peut-être commencer par remettre en cause l'usage despotique du droit de propriété. Parce qu'aujourd'hui, comment vous expliquez qu'il y ait autant de personnes qui sont à la rue sans logement? Comment vous expliquez que vous avez des entreprises ou des modalités de production qui nuisent autant à la planète? C'est parce que vous avez des gens qui disent c'est mon bien, c'est mon entreprise, je fais ce que je veux, c'est mon bâtiment, je fais ce que je veux, qu'il y ait des gens qui habitent dedans ou pas, c'est égal. Ça, c'est l'usage despotique du droit de la propriété. C'est une conception du droit de la propriété qui n'est pas soumise à l'intérêt général. Un logement, c'est fait pour loger. Donc quand un logement est vide, il y a un problème. Normalement, la société devrait pouvoir dire à un propriétaire, écoutez, il y a peut-être certaines circonstances qui par moment peuvent justifier qu'un logement ne loge pas, mais pas trop longtemps. Hein, et c'est pas à tout bout de champ. Ça, c'est peut-être des équilibres de principe qu'il nous faudra absolument affronter dans le cadre d'une sorte d'une grande nouvelle déclaration de droit. Et alors, j'adore l'argument des réactionnaires qui disent mais si vous demandez aux gens aujourd'hui, si vous leur donnez le pouvoir de dénoncer de nouveaux principes,
ils vont rétablir la peine de mort, ils vont interdire le mariage pour tous, et ainsi de suite. Mais ça ne correspond pas à la vérité historique. La vérité historique, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu des reculs constitutionnels du point de vue des droits, c'est parce que c'était un cadre restreint d'élaboration de la Constitution. Par exemple, celui de la Ve République. Mais quand les constitutions sont faites dans des élans populaires, dans des assemblées soumises à délibération large, en réalité, on ne fait qu'avancer dans les droits. On ne fait pas de recul. Aujourd'hui, il n'y a absolument aucune raison de penser que les Français, par exemple, à la fin d'une assemblée constituante ou pendant une constituante, décideraient d'interdire l'avortement ou de rétablir la peine de mort. Il n'y a aucune raison de le penser. Ça, c'est un regard peuplephobe. Et même pour prendre un exemple qui est beaucoup discuté en ce moment, qui est celui de la constitutionnalisation de l'IVG, qui est une revendication féministe que nous avons portée, en réalité, quand on regarde les exemples, par exemple aux États-Unis, qui a remis en cause le droit à l'IVG aux États-Unis, ce ne sont pas des référendums, c'est la justice suprême. C'est la Cour suprême qui a remis en cause le droit à l'IVG. Ce ne sont pas les référendums locaux. À chaque fois qu'il y a eu des référendums dans les États des États-Unis, l'IVG n'a pas été remis en cause, même dans les États les plus réactionnaires. Donc ce n'est pas le peuple lui-même qui se prive de ses droits. Il y a aujourd'hui un regard peuplephobe qui consiste, et qui s'est beaucoup accentué autour de la construction de l'Union européenne, parce que la construction de l'Union européenne a amené les conservateurs, mais aussi une partie de ce qu'on appelait la social-démocratie, à considérer qu'il fallait faire le bonheur européen des gens contre la volonté des gens. Et que par conséquent, l'idée même de démocratie s'effritait au regard de l'impératif de construction de l'Union européenne. On a commencé à ce moment-là déjà à reculer. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand on regarde les réseaux sociaux, etc., on entend cette idée de dire mais ils sont trop dangereux les gens, ils sont trop cons, il ne faut vraiment pas leur donner le pouvoir. Vraiment pas leur donner le pouvoir. Et ça, nous, on doit se méfier de ça et on doit avoir des anticorps de ça en nous. Et on doit absolument faire la démonstration contraire. L'abstention, Sophie Taillé-Polion en parlait dans son propos liminaire. C'est frappant à quel point l'abstention est un fait politique qui est mal analysé et mal appréhendé par les partis politiques de tous bords. Les partis politiques ont un défaut majeur, c'est qu'ils ne s'intéressent qu'aux gens qui votent. Et lors des élections, les partis ne s'intéressent qu'aux gens qui votent. Et entre les élections, ils ne s'intéressent qu'aux gens qui votent. Donc au final, les gens qui ne votent pas, les 13 millions plus 2,5 millions, donc on va dire 15 millions et demi, je parle même pas de celles et ceux qui n'ont pas le droit de vote. C'est parmi celles et ceux qui ont le droit de vote, c'est 15-16 millions de personnes, c'est comme si elles n'existaient pas. Or, l'abstention est très sociologiquement marquée. Elle est très marquée sociologiquement. Donc, on sait qui s'abstient prioritairement. Ceux qui s'abstiennent, ce sont celles et ceux qui gagnent le moins, qui ont la vie la plus difficile. C'est ce que moi j'appelle par facilité, mais aussi parce que je trouve que ça révèle aussi un peu peut-être l'affect qu'il y a derrière tout ceci. Moi j'appelle ça les dégoûtés. Il y a plein de raisons sociologiques pour l'abstention et ça a beaucoup été étudié. Mais fondamentalement, il y a une notion que les partis politiques ne prennent pas assez en compte, c'est le dégoût. Et ne prennent pas assez en compte le fait que le dégoût a une fonction de préservation de l'ancien régime. C'est-à-dire comment vous expliquer que le pouvoir soit maintenu entre une poignée de personnes qui ne servent pas l'intérêt général, c'est parce que précisément le souverain au complet n'est pas là le jour de la discussion parce qu'il en a été dégoûté. Le dégoût joue une fonction politique. C'est de vous dire, restez chez vous. Ne vous mêlez pas de politique. C'est ça que joue. Donc quand vous avez tous ces médias, parce que dans les médias oligarchiques, vous avez des médias qui vous donnent la doxa, qui vous disent en toutes circonstances, les oligarques ont raison, et les riches, l'ultra riches ont raison, et d'ailleurs ils souffrent et il faut qu'on soit en empathie avec eux, etc. Et vous avez dans ces mêmes médias-là, tout un média démagogue, tous pourris, etc. Ce discours-là, il est fonctionnel au dégoût. Et donc nous, on doit faire de la politique avec le souci de chacune et de chacun. Avec cette idée que si vraiment nous sommes des républicains et des démocrates,
nous voulons que le souverain soit au complet pour prendre la décision et que nous ne sommes pas satisfaits, nous ne sommes jamais satisfaits que lorsque nous cheminons vers l'urne pour dire aux politiques ce qu'on veut qu'ils fassent, ben, qu'il manque une moitié ou un quart ou, voilà, de nos membres. J'aime bien la formule corps électoral parce que dedans il y a le mot corps. Nous sommes un corps. Mais est-ce qu'on a l'impression au quotidien de se vivre comme un corps? Est-ce que nous ne sommes pas plutôt des petites unités jetées les uns contre les autres dans un système économique qui nous fait nous combattre entre nous pour des miettes? C'est cet esprit de corps qu'il faut retrouver. Et c'est pour ça que l'Assemblée constituante, c'est important. Et c'est pour ça que je suis, pour ma part, un petit peu, comment dire, je ne suis pas spécialement attachée à ces idées de changement article par article de la Constitution. Je pense qu'il ne faut pas... En fait, je pense qu'au fond, derrière tout le débat sur le référendum, ce qui est très important, et ce qu'ont voulu dire les Gilets jaunes derrière la revendication RIC, ce qui est important dans RIC, c'est le I et le C. C'est l'initiative citoyenne. C'est ça qui change fondamentalement la nature du référendum. Parce qu'aujourd'hui, le référendum est un pouvoir présidentiel. L'article 11 de la Constitution donne le pouvoir au président de convoquer des référendums à sa sauce, quand il veut, selon les modalités qu'il veut. Donc, aujourd'hui, on vient de passer les années de Gilets jaunes. On a passé la bataille des retraites. Et que vous dit le président Macron? La grande idée, dans un format dit de Saint-Denis, où lui, il accueille comme ça les chefs de parti, comme une espèce de... comme un ancien roi qui convoquerait le Conseil d'État à l'époque. Il leur dit, écoutez, j'ai une grande idée, on va élargir le champ de l'article 11, on va élargir le champ du référendum. Ah, donc les gens disent, ah bon, bah du coup, on va peut-être être contentés alors si on élargit le champ du référendum. Donc vous voyez, c'est un peu le goût d'une proposition démocratique. Mais pas du tout, puisqu'il s'agit d'élargir les pouvoirs du président de convoquer un référendum. Donc expliquez-moi voir comment, après tout ce qu'on vient de vivre, là, de conflit entre la légitimité présidentielle et la souveraineté du peuple, on en déduit qu'il faut donner encore plus de pouvoir à l'Élysée. Mais non! Le problème, et c'est pour ça que je pense qu'on peut initier une grande révolution démocratique, parce que autour de la figure du président, moi, je terminerai juste là-dessus, j'ai écrit avec d'autres personnes le programme Avenir en commun sur la question de la constituante, tout ça. C'est très technique, c'est trop technique. En fait, en réalité, je n'ai jamais entendu aucun porte-parole insoumis, à commencer par Jean-Luc Mélenchon, expliquer à la télé en 5 minutes comment allait être une procédure, parce que c'est trop complexe. Et en fait, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est qu'on perçoive chacune et chacun d'entre nous comment personnellement on peut participer à cette grande prise de pouvoir populaire. Et pour ça, il faut commencer par le vrai problème. Pour moi, le problème, c'est le président de la République. Voilà, c'est là qu'il faut commencer. Donc par exemple, ceux qui disent... Parce que le président de la République, lui, dit autre chose actuellement, vous l'avez peut-être remarqué, il dit, le problème, c'est l'Assemblée. Vous l'avez perçu, ça. Que le président, il dit, ah ben, ils sont mal habillés, ils crient trop fort, ils ne savent pas débattre, d'ailleurs, ils sont contre tout, donc ils ne veulent jamais rien, etc. C'est un discours élyséen qui est fonctionnel au fait que le peuple se révolte contre des représentants, alors que le système représentatif marche mal, on est d'accord. Il est sociologiquement totalement altéré, il manque des catégories sociales, je veux dire, c'est criant, il manque des Noirs et des Arabes, enfin, je veux dire, la société française n'est pas dans l'Assemblée nationale de façon satisfaisante. Donc, on peut décider que notre ennemi, c'est le système représentatif, c'est les députés, c'est votre élu municipal, etc. Ça, c'est ce que veut l'Élysée. Moi, je suis toute pour qu'on réforme tout ça et pour qu'on fasse mieux. Mais il faut commencer par une chose, on ne peut pas protéger le président de la République. On ne peut pas partir du principe que s'il y a une chose auquel on ne touche pas, c'est le président de la République. Vous avez vu actuellement le film Napoléon, là, partout? Le césarisme est un poison français. Le bonapartisme est un poison politique français. Ils font croire depuis 200 ans que le bonapartisme, le napoléonisme, c'est en fait un fruit de la Révolution française. Faux. Napoléon est un fossoyeur de la Révolution française. Et donc aujourd'hui, nous devons nous garder de la tentation césariste et bonapartiste. Et quand je dis nous, je dis aussi la gauche. Je dis aussi la gauche. Et je dis aussi nous, les insoumis. Pour celles et ceux qui m'écoutent.
Parce que nous avons eu un personnage magnifique comme candidat à la présidentielle et qui avait les attributs de la prise du pouvoir qui nous a permis vraiment de façon indispensable et historique de fermer la parenthèse néfaste de la social-démocratie. C'était important de le faire, ne serait-ce que si on fait référence à l'Italie comme on l'a fait tout à l'heure. Mais on ne fera pas la 6e République et on n'arrivera pas à battre l'extrême droite et le macronisme et l'oligarchie en épousant les traits du bonapartisme et de l'idée du mythe de l'homme fort qui a raison en tout le temps, qui voilà, et qui passe et qui s'impose par le rapport de force. Ça, je n'y crois pas. Ça ne correspond pas à notre idée d'émancipation, à notre idée démocratique. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on prenne à bras le corps ce combat, comme on le fait ce soir, comme nous le propose Sophie Taïpoyan, et vraiment, je te remercie, avec l'aide de toutes les personnes qui sont des professeurs d'université, des gens très érudits qui peuvent à chaque moment, quand on a des questions, eh bien, y répondre. Mais surtout, c'est nous qui devons trouver en nous-mêmes les réponses à ces grands défis. Comment on fait en sorte qu'en toutes circonstances, quand une loi est adoptée, l'objectif de la préservation de la vie humaine domine à l'intérêt privé? Comment on fait en sorte d'empêcher le changement climatique par des normes constitutionnelles? Comment on fait pour, par des normes constitutionnelles, s'assurer que l'information est libre et de qualité pour que le droit à l'information, notre droit à l'information, soit garanti? Ce sont ça, parmi d'autres, des grandes questions auxquelles nous avons envie de répondre. Et bien ce soir, on a commencé un petit peu et je te remercie, Sophie. D'ailleurs, je rencontrerai la semaine prochaine des porteurs de la proposition de loi, très intéressés à lire vos contributions pour que voilà, tout ça se construit, je dirais, petit à petit, mais avec une grande ambition et que ça aboutisse le plus vite sera mieux pour notre pays. Merci beaucoup. Merci.